Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo lecture. Je vais commencer avec le livre blanc et autres textes de Jean Cocteau, qui est un auteur, je dirais, plutôt un peu touche à tout, parce qu'il a réalisé des films, il a été metteur en scène au théâtre, je crois, et il dessinait aussi également, puisqu'on va retrouver quelques dessins de lui dans cet ouvrage. Le livre blanc, donc, c'est un texte principal qu'on retrouve, et autour de ce texte vont s'articuler d'autres petits essais, d'autres petites réflexions qu'a écrit Jean Cocteau. Donc le livre blanc, c'est comme une autobiographie amoureuse en fait. On devine que c'est Jean Cocteau parce qu'il n'a jamais dit officiellement que c'était lui, le personnage de cette autobiographie, mais on sent quand même que c'est son histoire. Il y raconte donc ses amants, les ébats qu'il a eus depuis son enfance, en s'interrogeant notamment sur son identité sexuelle, et c'est quelque chose qui m'a rappelé l'ouvrage dont je vous avais parlé, L'enfant de sable, puisqu'on a un peu cette recherche de soi aussi, de est-ce que c'est normal d'être différent des autres quand on a des sentiments pour des personnes du même sexe, des choses comme ça. Et il s'est interrogé sur ça durant toute sa jeunesse, et ça raconte un petit peu ça, le livre blanc. C'est un texte que j'ai aimé puisque c'est une écriture qui est subtile, qui est sensible aussi, et sensuelle également. Par contre, tout ce qui est les textes autour, j'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé que c'était assez anecdotique et un peu rébarbatif honnêtement. Si on s'intéresse vraiment à ce qu'a fait Jean Cocteau, ça peut être intéressant j'imagine, mais moi j'ai pas trop accroché. À part quelques textes, je crois qu'il il a fait une petite réflexion sur une éloge un peu de l'imprimerie, de ce que permet l'imprimerie. Et également il a aussi une réflexion sur l'art et le style que j'ai trouvé intéressante. Mais globalement j'ai pas trop aimé l'ensemble du texte. Le livre blanc oui, mais les autres pas spécialement. Donc je sais pas si c'est vraiment une lecture que je recommande ou pas. C'est intéressant sur le sujet de... Si vous cherchez des textes un peu queer, des choses comme ça peut être intéressant parce que le livre blanc pour le coup ça parle de ça. Mais les autres textes, je sais pas, j'ai pas trop accroché. J'enchaîne avec une pièce de théâtre, donc Les Chaises, d'Eugène Ionesco. Je connais pas beaucoup de Eugène Ionesco, j'ai juste étudié Rhinocéros en cours il me semble. Et c'est une pièce de théâtre donc qui raconte l'histoire d'un couple de vieilles personnes, de deux personnes assez âgées, qui reçoivent des invités imaginaires. Des invités en fait qu'on ne voit pas rentrer dans la pièce et qui se mettent à installer des chaises au fur et à mesure que les invités rentrent. Et finalement la pièce va crescendo, un peu comme Rhinocéros d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs entre les deux pièces. La pièce va donc crescendo puisque la pièce se remplit la salle du coup, leur appartement se remplit de chaises au fur et à mesure et on finit avec une salle pleine de chaises. Et justement l'objectif est de montrer que malgré la salle remplie de chaises, c'est pourtant vide en fait. C'est le vide qui a pris toute la place et c'est tout l'enjeu en fait de la pièce de théâtre, de montrer que les mots perdent tout leur sens, que tout est vide dans ce qu'ils disent, et ces deux personnages qui sont en train d'avoir peur, qui regrettent totalement leur jeunesse, qui ont peur de continuer à vieillir, qui dénient même complètement leur vieillesse pour l'homme, qui dénient complètement le fait qu'il est vieux, et une forme aussi de regret de l'innocence qu'ils avaient quand ils étaient enfants. C'est une pièce de théâtre que j'ai aimée parce que c'est très scénique, c'est très visuel. Déjà le fait de voir des chaises qui remplissent une salle, je pense que c'est assez parlant quand je vous le dis, mais en plus il y a beaucoup de didascalies, parfois on a des pages entières de didascalies pour bien expliquer exactement comment les choses doivent se dérouler, comment les objets doivent arriver, le jeu des acteurs, donc ce qui fait qu'on visualise vraiment très bien ce qui se passe. Donc c'est vraiment une pièce de théâtre qui est très courte, facile à lire, donc je vous la recommande. Je vous recommande même je pense Eugène Ionesco en général parce que son travail est très intéressant. Et ça peut faire sourire sur le coup, mais c'est assez terrifiant en fait à chaque fois la fin de ces pièces parce qu'elle laisse toujours une impression de... Il y a quelque chose qui s'est passé, mais enfin, c'est assez perturbant et j'aime beaucoup ce genre de... ces œuvres qui laissent des impressions comme ça. Je vous parle d'un autre petit livre qui est Au Japon d'Albert Londres. Albert Londres, c'était un journaliste qui a désormais un prix littéraire ou un prix journalistique, je sais plus, à son nom, qui s'appelle donc le prix Albert Londres, hyper original. Au Japon, donc, on retrouve des petites bribes de réflexions et d'articles autour donc, du Japon, où s'est rendu Albert Londres dans les années 20 pour découvrir ce pays.
Il a un style un petit peu alambiqué, je trouve. Les phrases sont assez longues et descriptives parfois, c'est assez bizarre. Mais c'est un style que j'ai finalement apprécié parce qu'il a le mérite d'être assez juste dans la façon dont il décrit les habitants du Japon, donc les Japonais, leurs coutumes. Donc c'est assez juste finalement, j'ai l'impression, et on se rend bien compte de la différence entre l'occidental qui est Albert Londres et ce qu'il découvre là-bas. Il décrit donc les coutumes, mais aussi beaucoup les relations internationales du Japon, puisqu'il était journaliste, notamment sa relation avec les États-Unis qui est assez tendue à cette époque-là. Il explique comment le Japon commence tout juste à s'ouvrir vraiment aux autres pays, en fait adopter même le même modèle qu'eux, puisqu'on voit un Japon qui devient très industriel et qui est presque plus américain, mais qui garde quand même ses singularités. C'est un livre donc qui est pas forcément... je vous recommande si vous aimez vraiment le Japon, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir un regard un petit peu... de voir un regard européen sur le Japon à l'époque, ça peut être intéressant. Donc voilà. Je me suis essayée à un auteur du mouvement surréaliste, donc André Breton, avec Nadia, qui a une œuvre phare, je crois, du mouvement. C'est une œuvre qu'on m'avait beaucoup recommandée et que j'avais hâte de découvrir. Après, je dois dire que c'était pour le moins très très troublant comme lecture. Parce que en fait, c'est un livre qui ne se veut être ni un roman ni un récit. En fait, André Breton rejette ce format-là. Et du coup, ce qui fait que c'est un livre qui calque un peu ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a plein d'idées, de pensées qui s'entremêlent. Il y a aussi des images, des photographies dans le livre, comme si ça apparaissait dans notre tête de façon d'un seul coup, comme ça. Et ce qui fait que c'est pas évident à suivre parce qu'il n'y a pas vraiment de chronologie, il n'y a pas de... c'est très particulier. Et ce qui fait qu'on est complètement perdu. Et moi, j'étais complètement perdue en lisant ce livre. Et... en fait, on suit un petit peu la rencontre qu'il a avec une femme qui s'appelle Nadia, qui est une femme très mystérieuse. Elle semble même avoir des dons magiques, puisqu'elle a un don un peu de prévoyance. C'est très difficile aussi de distinguer le réel de l'irréel aussi dans cet ouvrage. Et c'est un peu l'histoire donc de cette rencontre et de cette rupture qu'on a dans Nadia. Et je vous avoue, à la fin de ma lecture, je suis allée lire des analyses littéraires parce que je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai vraiment rien compris à ce livre. C'est là que j'ai compris que c'était vraiment volontaire de la part d'André Breton d'avoir cette écriture très un peu automatique, parce que l'écriture automatique c'est quand on laisse simplement nos pensées dériver un peu comme ça, ce qui est un exercice vraiment difficile, je pense. Et voilà, c'est un livre du coup que je pense que je relirai avec un œil peut-être plus éclairé parce que très troublant, très étonnant, j'avais jamais lu ce genre de choses de ma vie. Donc je pense par contre que c'est un bon moyen aussi de découvrir le mouvement parce que il est quand même court, donc facile à relire, il y a des images, je sais pas comment dire, c'est assez... c'est un livre que je trouve peut-être bien pour commencer, je sais pas. En tout cas je le relirai, ça c'est sûr. Est-ce que je lirai d'autres livres du mouvement surréaliste? Je ne sais pas parce que c'est pas du tout... ça s'émancipe vraiment de tout ce qu'on connaît habituellement dans les formes de récits classiques, donc j'ai l'impression. En tout cas, donc à voir. Transition du coup avec un ouvrage mais alors beaucoup plus classique, et là je pense que oui, avec La princesse de Clèves de Madame de Lafayette et autres romans d'ailleurs, puisque j'ai lu La princesse de Clèves, La princesse de Montpensier et Zaïd. Il y avait d'autres nouvelles je crois mais je les ai pas toutes lues. C'est donc des histoires, c'est un peu toujours les mêmes. La princesse de Montpensier, la princesse de Clèves, c'est globalement la même chose. C'est une femme qui est très belle et qui est convoitée par plusieurs hommes et qui essaye de ne pas se faire influencer, de rester fidèle à son mari tout du long. En tout cas ça c'est pour la princesse de Clèves. Donc Lafayette elle s'amuse à interroger un petit peu la vertu de ses héroïnes, de montrer comment elles sont tiraillées, comment elles sont tourmentées par les sentiments des hommes qui les convoitent. C'est un livre qui parle donc aussi de mariage forcé, puisque ces femmes ne choisissent pas forcément leur mari, c'est des femmes qui sont mariées pour des alliances politiques, pour des intérêts, pour une stratégie qui les dépasse même parfois. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le côté un peu secret, un peu coup bas. Vous savez, un peu toutes les manipulations qu'il peut y avoir à la cour d'un roi. C'est assez marrant de lire ça. Après, c'est un livre qui, je trouve, aujourd'hui, c'est assez drôle de lire parce que c'est un style très précieux, avec des phrases un peu pompeuses, un peu grandiloquentes. Puis il y a aussi le caractère de l'héroïne qui est assez particulier parce qu'elle est un peu à des réactions, je trouve, à la timidité qui, je trouve, est un petit peu exagérée, des réactions qui, des fois, peuvent un peu faire sourire. Mais voilà, c'est l'époque, je pense. Madame Lafayette, c'est aussi quelqu'un qui était issu de la noblesse, donc bon, voilà.
c'est aussi son point de vue à elle. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre d'œuvre de femmes aussi de l'époque, parce que je pense que c'était pas si courant, mine de rien. Donc c'était intéressant, puisque je les avais jamais lus, j'avais toujours lu des extraits, donc j'ai bien aimé avoir l'histoire complète. Je vais passer à de la fantasy, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu, et je suis contente de m'y être remise parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Alors j'ai lu d'abord Les Fiancées de l'hiver, donc le premier tome de La Passe Miroir, qui est de la fantasy donc française. Et donc c'est l'histoire d'Ophélie, c'est une fille qu'on pourrait décrire comme étant un petit peu un rat de bibliothèque, elle aime beaucoup les livres, elle aime beaucoup les objets anciens. Et elle a le pouvoir en fait de lire à travers l'histoire des objets en les touchant. Elle peut aussi se déplacer en passant à travers des miroirs. Et en fait son clan décide de la marier à un homme qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, petit lien avec la princesse de Clèves sur le mariage forcé. Et elle doit partir en fait dans le pays de cet homme, un pays qui est glacial, qu'elle connaît absolument pas, pour le rejoindre là-bas et se marier là-bas. Donc c'est de la fantaisie française que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a une touche un petit peu singulière dans l'écriture qui m'a plu. L'héroïne aussi, elle est peu soucieuse de son apparence, elle est un petit peu maladroite, elle est hyper attachante en fait de par cette maladresse et de par aussi sa solitude. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et qui je trouve change un petit peu des personnages classiques féminins que j'ai l'habitude de lire dans la fantasy, j'ai l'impression. Du fait aussi que ce soit un mariage forcé, elle arrive dans un pays qu'elle ne connaît absolument pas et elle ne sait pas du tout à qui elle va devoir donner sa confiance, parce qu'on va retrouver un peu cette ambiance cour du roi, où personne ne se croit les uns les autres, où il faut faire très attention à ce qu'on dit. On va vraiment retrouver un petit peu cette idée là dans La Passe Miroir, et c'est très intéressant du coup. L'univers est vraiment intriguant, ça va se passer dans une espèce de citadelle à l'envers comme ça, je sais pas, la couverture est magnifique d'ailleurs. Et c'est un univers, du coup, je regrette un peu parce que j'ai pas l'impression que c'est trop... elle n'est pas très explicite en fait sur certains passages, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir, de détails. Alors après c'est le premier tome, donc je me dis qu'elle va avoir le temps de développer plus son univers dans la suite, donc à voir. Et c'est une lecture aussi que j'ai trouvée de plus en plus captivante, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, c'est toujours plus dans les intrigues. Et on sent aussi diverses ses inspirations. Alors je sais pas si elle s'est inspirée de la princesse de Clèves ou pas, mais moi je trouve qu'il y a vraiment des points communs un petit peu. Et puis aussi, bien sûr, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à... Ça m'a fait penser à Harry Potter, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné où il y a des pièces qui bougent, qui se déplacent, et ça m'a fait penser aux escaliers dans Poudlard qui se déplacent, je pense. En tout cas, c'est vraiment une bonne découverte, et j'ai hâte de découvrir la suite. J'ai commencé la saga Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, j'ai réussi. Qui n'est autre en fait que la série de livres qui a inspiré les jeux The Witcher, qui sont des jeux... trop bien. J'ai fait que les deux premiers, mais c'est vraiment des jeux que j'ai adorés principalement grâce à leur univers, à toutes les histoires, l'histoire principale mettant les quêtes annexes, les dialogues, les personnages. Et donc forcément je me suis dit le livre, il y a de grandes chances que le livre m'intéresse parce que vu ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est forcément la même chose, c'est l'univers, les personnages. Et j'ai vraiment retrouvé ça dans cette première lecture, dans son premier tome, donc le dernier vœu. C'est une trame principale, donc le film se compose d'une trame principale qui est entrecoupée de plein de petites histoires. Et si vous avez fait les jeux, vous allez vraiment retrouver des trucs que vous avez fait. Moi j'ai retrouvé des choses que j'avais fait dans des quêtes annexes, la quête principale et les personnages bien sûr, mais il y a d'autres choses. Donc c'est vraiment génial de découvrir ça, d'avoir vraiment la version écrite avec plein de petits détails intéressants. Et même d'autres histoires qui sont inédites, donc vraiment super. Les histoires sont prenantes, je vous ai dit. Après moi Gérald, le personnage principal, donc je le trouve vraiment passionnant ce personnage parce c'est un homme en fait qui a été transformé en machine à tuer concrètement pour protéger les autres hommes, mais qui se fait rejeter finalement par tout le monde. Il se fait rejeter par les elfes, par les nains parce qu'il n'est pas comme eux, mais aussi par les hommes parce qu'il a changé. Et il est un peu en quête de rédemption, il est en quête il veut retrouver son humanité finalement. Donc c'est son parcours où il se retrouve piégé entre des conflits auxquels il joue un petit peu le rôle de médiateur puisqu'il se positionne en fait, on a l'impression, dans aucun camp particulier. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. J'aime beaucoup le style de Sapkowski. Je regrette cependant le manque de description des paysages. J'aurais vraiment aimé plus voir les endroits où allait Gérald décrits avec plus de précision. Je regrette un peu ça. À chaque fois, je pense à penser au Seigneur des Anneaux où les descriptions sont incroyablement belles et intéressantes, mais c'est vrai que je peux pas demander le même niveau de description à d'autres livres, parce que c'est vrai que c'est presque poussif, trop exagéré dans le Seigneur des Anneaux, donc voilà.
Mais je regrette un peu ça quand même dans le Sorceleur de ne pas avoir retrouvé ça. Mais je vais quand même continuer parce que l'histoire est quand même hyper intéressante et il y a encore plein de choses qui sont laissées en suspens. Il y a énormément de personnages voilà, il y a beaucoup de choses. C'est très riche, c'est un univers extrêmement lourd et riche, beaucoup plus riche que La Passe-Mémoire par contre. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire le second tome et de vous en dire plus sur cette saga. C'est la fin de cette vidéo lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis si vous avez lu ces livres également, pardon, et si vous avez des recommandations également à faire. On se retrouve une prochaine fois. Salut!